Alors, je viens de recevoir un message comme quoi il y avait un problème de son. Donc, rapidement, je me présente. Maxime Bello, directeur commercial pour la société Barnstein. Patrick Prémartin, MVP Delphi. Nous allons parler donc aujourd'hui de FireDAC pour FMX. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis domicilié aux Pays-Bas depuis maintenant 8 ans. J'ai 3 enfants et c'est vrai que pour ceux qui voudront, lors de nos rencontres qu'on fait un petit peu partout en France, parler même de musique ou de guitare, c'est une passion que j'ai. Donc, le week-end, je suis passionné de jazz. Je donne des cours depuis longtemps. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si certains d'entre vous sont intéressés, ce sera avec plaisir. Je vais parler de notre société, donc Barnstein, qui est domiciliée aux Pays-Bas et donc des liens avec Embarcadero. Donc notre société est située à Haarlem, à côté d'Amsterdam, et c'est vrai que donc notre société est représentante d'Embarcadero depuis une dizaine d'années au Benelux et depuis 2 ans et demi environ pour le marché français. Ce qui est important de savoir pour notre société, c'est que ça inclut du personnel qui était présent chez Borland il y a une vingtaine d'années, d'où le choix en fait d'Embarcadero pour notre société. Alors on s'occupe de la gestion des licences, c'est vrai qu'on est représentant officiel d'Embarcadero, il y a d'autres vendeurs en France, c'est important de savoir, qui passent en fait obligatoirement tous par notre société pour la distribution des licences. On est les seuls également donc à faire support technique, on s'occupe du marketing, de la formation, et on a mis en place un programme de réintroduction de licence académique Delphi pour depuis 1 an ou 2 en fait, en partenariat avec Embarcadero. C'est important de savoir en fait, ça fait suite à des négociations qu'on a fait avec eux pour justement pallier à pas mal de sollicitations qu'on avait quant au recrutement de personnel. Donc, si vous pouvez prendre contact avec nous, on pourra vous donner des coordonnées d'universités ou qui enseignent tout simplement Delphi et C++ Builder. Alors, un petit rappel d'Embarcadero qui et d'Idera surtout, qui a donc racheté Embarcadero, comme on peut le voir ici en 2014-2015. Donc, c'est suivi une restructuration au sein de la société et d'où en fait notre présence sur le marché français pour les représenter. C'est important de rappeler qu'Idera fait des achats régulièrement, notamment encore l'année dernière de Sencha, du framework de JavaScript. Et ça continue encore chaque année. Et puis, on représente un petit peu sur ce slide tout ce qui s'est passé ces dernières années du côté d'Idera. Je vais parler rapidement de la version, la nouvelle version de RAD Studio 10.3 Rio qui va sortir d'ici quelques semaines. On fera une présentation avec Patrick Prémartin et d'autres intervenants, notamment TMS Software, avec Bruno Firenze, donc le 15 novembre à Paris. Pour ceux qui n'ont pas vu les inscrits, je vous invite à regarder un petit peu l'agenda de la journée et à s'inscrire et à vous inscrire. Alors, voilà, il y aura pas mal de nouveautés. Je fais un bref petit aperçu, j'en parle 2 secondes aujourd'hui, mais c'est vrai que l'IDE va pas mal changer, donc j'invite tout le monde à venir nous voir lors de cette journée de présentation. Et alors, je vais laisser la main à Patrick qui va vous présenter tout de suite donc Delphi pour FireDAC pour Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la main, revenir sur la présentation.
Donc aujourd'hui nous allons parler de FireDAC et pour FireMonkey. Certains d'entre vous ont peut-être vu la présentation d'il y a 2 semaines concernant FireDAC sur la VCL. Elle est disponible en ligne hein, si vous voulez. Je vais vous redonner les liens. Donc rapide introduction. Aujourd'hui donc on va parler de ça avec 2 parties assez rapides. Puisque en fait je distingue la version Windows Mac, donc, que je vais appeler desktop, de la version mobile avec iOS et Android. Les contraintes ne sont pas les mêmes en termes de base de données à utiliser derrière. Et évidemment, quelques exemples selon le timing. Donc, introduction, donc voilà. Je passe sur la présentation de la société. En gros, je suis prestataire informatique depuis pas mal d'années. Je fais désormais essentiellement de la formation Delphi en inter-entreprise ou intra-entreprise. Vous pouvez contacter Maxime Capello et Bernstein si vous avez des besoins spécifiques et puis on verra tout ça ensemble. Je suis aussi MVP Embarcadero et j'édite un blog qui s'appelle développeurpascal.fr, donc avec un tiret entre les deux. Voilà. Côté Delphi. Donc nous avons plusieurs versions. L'académique dont Maxime vient de parler, la Community Edition qui est complète, enfin qui est équivalente à la version Pro avec une licence commerciale limitée. Les Pro entreprises et architectes qui sont des licences plutôt pour des entreprises et qui ont différentes fonctionnalités. Donc la Pro c'est tout ce qui est en ce qui concerne les bases de données locales. L'entreprise rajoute tout ce qui est base de données client-serveur et l'architecte est équivalente à l'entreprise avec des outils de gestion de base de données supplémentaires qui sont fournis par Idera. Si vous voulez en savoir plus sur les licences, évidemment, vous pouvez contacter Bernstein directement et voir laquelle serait la plus adaptée à vos besoins. Donc, concernant FireMonkey, la licence... Enfin, je vais y arriver. Donc, concernant FireMonkey, il est disponible avec toutes les versions de Windows, quelle que soit la version, enfin la licence. Par contre, toutes les fonctionnalités n'y sont pas, puisque ça dépend des drivers de base de données que vous avez. Donc ça, je vais y revenir rapidement, juste après. Donc FireMonkey... Oh non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. FireMonkey, donc la version graphique, c'est l'équivalent de la VCL, en version multiplateforme. Si je mélange les choses, ça va pas le faire. Donc il est disponible avec toutes les versions de Delphi, en version complète. Par contre, vous avez une version Linux aussi, disponible séparément auprès de la société KSDev, à condition d'avoir le compilateur Linux qui lui est disponible sur l'entreprise et l'architecte. FireDAC par contre est disponible sur toutes les versions de Delphi, par contre pas en version complète, puisque les drivers de base de données client-serveur ne sont fournis qu'à partir de la version entreprise. Vous pouvez toujours utiliser le DBC depuis la version Community, Architect, académique et professionnel. Je vais y arriver. Donc les webinaires précédents, en fait, vous les aurez, enfin en tout cas ceux auxquels j'ai participé, vous les avez sur le blog. L'adresse raccourcie c'est vassure.fr/webinaire avec un S Delphi. Et comme ça vous aurez les informations sur les précédents, les vidéos, les PDF des présentations et des liens vers les sources. Donc celui-ci sera évidemment rediffusé aussi dessus si l'enregistrement fonctionne correctement. Donc FireDAC en multiplateforme. Donc FireDAC, je vous le redonne, c'est donc le framework de gestion de connexion aux bases de données qui fournit désormais avec Delphi. C++ Builder et RStudio. Il est multiplateforme, donc vous avez la possibilité de l'utiliser en VCL, en FireMonkey, en console et avec éventuellement un traweb ou d'autres frameworks. Et il peut se compiler sur plusieurs systèmes d'exploitation différents en fonction de la plateforme que vous avez ciblée. Donc les codes sources de FireDAC, enfin les unités commencent tous par FireDAC quelque chose, donc pour leur espace de nom. Et il y a juste une petite subtilité, c'est qu'en fonction de l'environnement graphique dans lequel vous voulez l'utiliser, il faudra changer certains noms. Donc par exemple, sur les FireDAC.fmx UI-Wait, c'est FireDAC.vcl UI.wait sur la VCL et console UI.wait pour la version console. Enfin donc pour tout ce qui n'est pas graphique. Ça veut dire service Windows, serveur web et autres. Voilà. Donc quand on utilise FireDAC, alors vous avez tout un tas d'unités qui sont rajoutées. Juste un petit exemple ici. Alors, donc
là, si je crée un projet vierge, je vais juste rajouter un table, enfin un TFD table. TFD table. Voilà. Un petit CTRL S pour enregistrer. Donc pour la table, on a besoin de tout ça. Alors évidemment, on les retient rarement de mémoire. Donc l'astuce pour les utiliser dans des projets qui n'auraient pas de fiches, parce que là en l'occurrence avec le concepteur de fiches, il les rajoute tout seul, revenons là, c'est donc de créer une fiche vierge ou un data module, d'y placer le composant qui vous intéresse, de faire un CTRL S comme je viens de le faire, éventuellement échappe derrière pour ne pas enregistrer la fiche, ça sert à rien. Le concepteur de fiches nous rajoute les unités nécessaires, donc il n'y a plus qu'à faire un copier-coller dans les programmes qui en ont besoin. Et donc là, en l'occurrence, je pourrais mettre ça dans une unité sans fiche, ou dans un programme directement en console, pour me servir du TFD table. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas que pour FireDAC, tous les composants externes que vous voulez utiliser, dont vous n'avez pas les unités, vous pouvez faire comme ça. Donc en multiplateforme. Alors sur la VCL, nous avions les composants TDB quelque chose, donc les TDB edit pour faire un champ de saisie qui était rattaché à un ensemble de données, une source de données, pardon, TDB grid pour avoir une grille rattachée à une source de données aussi sous forme de liste, et tout un tas de composants qui étaient rattachés directement à une source. Sur FireMonkey, ces composants n'existent plus. Pour une simple raison, c'est que, en fait, comme Live Binding a été mis en place, on n'a pas besoin d'avoir deux fois les mêmes composants, un qui gère des données et un qui n'en gère pas, mais qu'on peut rattacher quand même. Donc en fait, plutôt que d'utiliser des TDB quelque chose, on peut utiliser directement Live Binding avec tous les autres composants qui sont fournis, tous les composants graphiques qui sont fournis dans FireMonkey. Ce qu'on peut aussi faire avec la VCL, évidemment, pour ceux qui le gèrent. Donc petit inconvénient à utiliser autre chose que des TDB quelque chose, c'est que il faut prendre Live Binding ou le coder à la main. Et si on prend Live Binding, il faut savoir se servir de sa souris, donc faire un clic droit et faire des glissés, déplacer pour créer les liens entre les propriétés. Gros point positif de cette technique, c'est que n'ayant plus de composants qui soient rattachés aux sources, mais pouvant utiliser tous les autres, on n'est plus limité. En fait, il suffit de faire un composant visuel pour pouvoir le rattacher via Live Binding à une base de données. Et dans la même veine, en fait, maintenant on travaille directement avec les datasets, on n'a plus besoin du data source dans la plupart des cas. Donc on a la connexion à la base, le T-Tab, T-Query ou autre, et on a directement les composants qui peuvent être attachés dessus via Live Binding. Avant, en VCL, pour utiliser les composants TDB, il fallait aussi un T-Data Source. Ce n'est plus le cas pour la plupart des cas. Alors, maintenant, dans FireDAC, par rapport aux plateformes Windows et Mac, donc là c'est plus lié à FireMonkey lui-même, en fait. Donc sur FireMonkey, on a trois compilateurs pour, disons, les plateformes desktop, Windows en 32, en 64 et Mac en 32 bits. La version 64 devrait, d'après la roadmap, être disponible en 10.3.1. Bon, la roadmap est susceptible d'évoluer, évidemment. Donc pour l'instant, on n'a pas de date non plus de cette version-là, puisqu'on attend la 10.3. Donc ça, oui, alors les bases de données disponibles pour l'environnement Windows et Mac, c'est en gros toutes les bases disponibles pour FireDAC selon la version de Delphi que vous avez. Donc en gros sur la version Community ou Pro, ce sont les bases locales, avec SQLite, IBLite, IB2Go et quelques drivers dans MySQL et Interbase, normalement en version desktop. Pour la version entreprise et architecte, vous avez aussi des bases client-serveur comme SQL Server, Oracle, MongoDB et quelques autres bases qui sont fournies. Il y en a une quinzaine en tout. Je ne les ai pas toutes énumérées. Et bien entendu, vous avez le DBC pour vous connecter à tout ce que vous voulez, ou des fournisseurs qui fabriquent des drivers pour différentes bases de données, comme pour la S400 avec les DB2400 qui est disponible à la vente. Oui, en termes de logiciel desktop, donc en gros, ce que je fais en général, c'est que si j'ai pas besoin de connexion multi-utilisateur, je passe par SQLite directement, je m'embête pas. Le driver est partout, puisque maintenant il est même intégré sous forme de DL dans Windows, quasiment en standard.
Et quand on n'a pas besoin de base de données plus évoluée, en fait, il est très suffisant, il fonctionne très bien. Il n'y a pas de plantage ni d'administration dessus. On peut même journaliser, et FireDAC rajoute une couche derrière pour pouvoir faire des choses en plus qu'on n'aurait pas pu faire avec le driver de base. Et quand j'ai besoin de faire un peu plus que juste une base locale, je passe par des bases client-serveur où je m'adapte en fonction des bases des clients. Donc évidemment, chacun a ses préférences ou ses licences existantes sur des bases de données, donc il faut faire le nécessaire pour fonctionner avec. En environnement mobile, donc iOS et Android, c'est-à-dire smartphone et tablette, nous avons donc actuellement 3 compilateurs. Donc Android pour les processeurs ARM en 32 bits, une version 64 est prévue sur la roadmap, et il a été évoqué une version Intel pour les machines sous Android qui ont des processeurs Intel, puisque ça commence à apparaître assez, enfin, il y en a de plus en plus. Donc ça pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est en discussion et en réflexion. Et côté Apple, nous avons donc iOS en 32 bits qui n'est plus censé être utilisable, et en 64 bits pour tout ce qui est publié sur l'App Store. Alors quand je dis le 32 bits n'est pas utilisable, c'est surtout qu'en fait il n'est plus disponible sur les OS depuis la version 9 à peu près, sur iOS. Et la plupart des appareils qui fonctionnent dessus ne sont de toute façon pas à niveau, donc quoi qu'on fasse, il faut repartir sur une vieille version de l'OS, donc il est très très difficile pour des contraintes liées à Apple de diffuser des applications en 32 bits pour de vieux iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc en gros, on se contente du 64, on va cocher dans les paramètres, ici dans les options de projet, une petite case qui permet de compiler à la fois en 32 et en 64, donc normalement c'était là, de préférence dans toutes les configurations, et on l'avait ici, compilation, pardon, voilà. Il y a juste à cocher ici, comme ça, dans la version 64, Delphi embarque par défaut aussi une version 32, ce qui permet d'être diffusé sur l'App Store et d'être opérationnel sur des appareils qui éventuellement pourraient encore y avoir un accès. Voilà pour les compilateurs. Donc, en environnement mobile, on a un souci, c'est qu'on ne peut pas embarquer de DLL ou autre qui fonctionnerait avec la plupart des bases de données du marché qui soient client-serveur. Donc en gros, on doit ruser, on embarque soit une base SQLite, IBLite ou IB2Go, soit on gère des fichiers texte, ou sinon on peut utiliser Datasnap pour se connecter directement à un serveur qui aurait été développé sous Delphi ou C++ Builder, et qui lui-même aurait un accès complet à des bases de données qu'on utilise en entreprise. L'autre solution, c'est de passer par du REST. Tiens. J'ai sauté une page. L'autre solution, donc, c'est de passer par du REST et une interface API qu'on aurait développée à part, donc qui peut être utilisée du coup aussi avec du PHP, du Node.js ou d'autres systèmes si on veut faire du vrai client-serveur sans s'embêter, et les composants REST de Delphi permettent d'intégrer directement une API en la remontant vers un TMM table. Donc moi, en ce qui me concerne, côté base de données en mobile, j'utilise SQLite quasiment exclusivement, parce qu'en fait il est intégré directement dans les OS sous Android et iOS, donc on ne s'embête pas à savoir si les DLL sont à niveau ou pas, et on a peu de risques d'incompatibilité avec ce qu'on fait. Sinon ça m'arrive aussi d'utiliser IBLite et IB2Go dans les environnements où on utilise déjà Interbase en standard dans l'entreprise, donc ça permet d'avoir les mêmes types de requêtes et les mêmes composants, de partager les data modules en fait, entre l'application mobile et l'application, les applications desktop. Bon, sachant de toute façon que le mobile n'aura pas accès au serveur principal, donc ça veut dire un interbase local avec IBLite ou 2Go, qui lui-même se synchroniserait par programmation automatiquement avec une base client-serveur ailleurs. Oui, donc, je parlais de REST pour les synchros et les échanges de données, on peut aussi utiliser Datasnap, mais ça implique derrière d'avoir un serveur qui utilise du Delphi ou du C++ Builder pour l'exécution. Même si on peut générer du Datasnap avec d'autres technologies.
Vous avez notamment HTML Singular qui est téléchargeable directement depuis cc.embarcadero.com/myreg quand vous avez une licence pro minimum. Et il y avait un outil d'import de génération de sources PHP à partir d'une interface datasnap. Mais l'outil n'est plus maintenu, donc de toute façon il vaut mieux éviter de l'utiliser. Puis quand on fait du PHP ou des technologies serveurs web, il vaut mieux passer par REST. Donc, fini pour le blabla. On va passer à la pratique, je vais y arriver. Alors, déjà, lui c'est bon, donc on va travailler. Donc je suis sur Mac, hein, comme toujours, pour pouvoir faire l'exécution en iOS ou en macOS. Côté Windows, donc je fonctionne dans une machine virtuelle avec Windows 10 dessus. Quelques versions de Delphi en RAD Studio, dont celle-ci que vous découvrirez le 15 novembre. Pour les exemples, nous avons, je vais utiliser une base interbase en fait, hein, dans les démos. Donc comme je ne la lance pas systématiquement, j'ai juste lancé le programme le manager du serveur local pour démarrer. Et dans Delphi, je vais créer d'ailleurs, une nouvelle connexion dans l'explorateur de base de données qui va pointer sur une base de test. DB démo. Et comme d'habitude, je vais m'amuser avec les poissons, puisque après tout, il faut continuer dans ce type. Alors, donc nous sommes sur une base interbase. La base ici, elle est ici, donc elle est dans les démonstrations. Donc il faut avoir installé des exemples, hein, évidemment, pour avoir les bases de démo, qui sont dans l'utilisateur public, documents, Embarcadero, Studio, sample, après la version 19, la version 19 qui correspond donc à la 10.2 Tokyo de Delphi, et je vais dans Data pour récupérer mon DB démo ici. User password habituel. Voilà, tester, normalement ça fonctionne. Ok, donc j'ai une base de données que je vais pouvoir utiliser en travail local dans mon environnement de développement. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer deux exemples principaux. Donc on va utiliser la base classique comme on l'a fait sur le premier exercice, sur le premier webinaire. À savoir, je vais juste recréer l'équivalent de la première application Delphi depuis Delphi 1, c'est-à-dire nos poissons à l'écran avec la grille qui correspond aux caractéristiques de chaque ligne. Donc j'ai créé une application FireMonkey vide, donc multipériphérique. Hein. Je vais prendre l'explorateur de base de données, je glisse la connexion que je viens de mettre. Voilà. Et je vais glisser la table aussi, puisqu'il la trouvera ici. J'aurais pu prendre directement la table, il aurait créé les deux à la fois. Je connecte la connexion, je vais connecter la base. Voilà, table. C'est bon. Et donc du coup, je rajoute mes trois composants habituels, donc une grid. Là en l'occurrence, ce sera une string grid, parce que j'ai pas de DB grid dans FireMonkey. Je vais rajouter une image pour afficher le poisson. Donc là en l'occurrence, je prends le viewer qui permet de faire des zooms et d'adapter la taille de l'image à l'intérieur de son conteneur. Et je vais prendre un by navigator qui est l'équivalent du TDB navigator mais qui passe par live binding. Donc lui on le met en bas. Alors, évidemment tout ce que je fais là à l'écran ça fonctionne aussi pour C++ Builder. Right, il est ici. Et on peut évidemment tout faire à la main aussi par programmation. Voilà. Donc j'ai mes composants, celui-là je vais un peu l'agrandir. Et donc les liens entre les tables et le reste se fera par live binding puisque FireMonkey. Et donc voilà. Hop. Donc ma grille, je la synchronise avec l'ensemble de données. Le navigateur aussi. Donc l'étoile correspond au curseur, donc l'enregistrement sur lequel on est. Et le bitmap, je rattache au graphique, qui est un bitmap aussi. Voilà. Donc j'ai une application FireMonkey qui fonctionne très bien comme ça. Je vais l'exécuter. Donc là je suis en Windows en local. Je vais me mettre dans le dossier ici. Donc j'ai mon premier programme qui doit fonctionner.
place, enfin comme on le faisait avant. Hein. J'ai oublié de mettre le stretch sur l'image contrôle, l'image viewer, pardon. Voilà, voilà. Donc évidemment, on peut faire des modifications directement dans l'enregistrement, comme le reste. Hein. Après, ça dépend des paramètres qu'on met au niveau du table, enfin du TF des tables, pardon. Donc ça, maintenant, je vais l'exécuter, comme on est sur du multiplateforme, je vais l'exécuter sur le Mac. Donc pour le Mac, dans les options de l'environnement, j'ai configuré ma connexion. Donc sur le gestionnaire de SDK, dans le gestionnaire de profil de connexion, j'ai ici une connexion qui est définie vers l'IP de ma session Mac, donc ma session Mac qui est ici, sur laquelle j'ai lancé le PA Server. Donc lui, il est en 1.16 pour l'adresse IP, donc je mets 1.16 sur la partie Delphi, je teste la connexion, normalement ça passe. Voilà, et donc après j'avais installé dans le gestionnaire de SDK le SDK pour macOS, qui correspond à la version de Xcode installée sur Delphi. Sachant que pour l'instant, officiellement, Delphi 10.2 ne gère pas la nouvelle version de macOS, donc Mojave. Ce sera pris en compte à partir de la version 10.3 Rio, si tout se passe bien. Donc là c'est bon, c'est pas grave, j'ai validé les deux. Donc je peux avoir ici Mac, par défaut il prend la seule plateforme qui est disponible, je l'exécute, et là normalement ça va planter, puisque dans mon écran, je gère la connexion en local vis-à-vis de l'interbase sur Windows. Donc là, il a dû le lancer côté Mac. Pas encore. Non, bah oui, ça plante. Je suis bête. Et voilà, donc dans mon terminal, j'ai des erreurs. Alors la première erreur, c'est que globalement, il n'a pas les librairies pour fonctionner avec avec Interbase, pardon. Ici, donc il parle de core type et ainsi de suite. Donc là, la première des choses à faire, c'est de rajouter les librairies pour que Firedac Interbase soit utilisable sur Mac. Donc pour ça, projet, déploiement, je vais sur la plateforme Mac, donc toutes, puisque ce sera nécessaire pour toutes, et ici je vais cocher dans les fichiers spécifiques les librairies clientes de Interbase. Donc ça, c'est ce qui permet d'embarquer les librairies de différentes fonctionnalités, les drivers, comme on l'aurait fait anciennement avec InstallWare et les autres systèmes qui étaient fournis d'installation de logiciels. Donc là, j'ai fait l'installation, il a rajouté les fichiers qu'il lui fallait, normalement il les embarque dans le programme lors du déploiement. Donc je relance l'appli, il va quand même planter, mais là pour la bonne raison. Je vais à savoir qu'il ne connaît pas IBDemo. Donc, comme il ne connaît pas, on va passer en mode client-serveur. Pour ça, je vais dans mon programme, sur la connexion, je garde ça en mémoire, et je me branche sur Interbase, donc ici, sur la bonne... Donc là, c'est le nom du fichier, en fait, hein, qui est utilisé côté serveur. Les mêmes mots de passe, donc 6dba master key classique. Et donc là, on n'est plus en local, on est en IP pour nos connexions. Je dois y mettre l'adresse IP du serveur, du serveur Interbase, donc de l'endroit où se trouve celui-ci. Donc normalement, je devrais les avoir par là d'ailleurs. IP settings. Non. Ok, donc on va le faire par là. Par Windows. Hop, CMD. IP config. Donc mon adresse IP en local, c'est 192.168.1.33 que je vais donc mettre ici. Voilà, le port est le port par défaut, j'ai pas besoin de le changer. Si je teste en local, ça doit marcher. Ok. Je réactive ma connexion. Et pareil sur la table. Voilà. Donc si je le relance sous Windows, ça fonctionne pareil. Cette fois-ci, je vais passer en 64. Ah, donc
même fonctionnement, sauf que c'est plus le même mode de connexion. Et si je passe sous macOS, hors problème potentiel de connexion entre les deux machines, enfin entre la machine virtuelle et la machine hôte, ça doit fonctionner cette fois-ci. Sauf qu'il semblerait qu'il y ait un problème de fichier qui n'est pas disponible sur ma machine. Ouais, plantage, ok. Bon, donc j'ai une petite anomalie côté ordinateur, parce qu'il n'arrive pas à retrouver ce fichier-là. Il cherche la version 2017, alors je suis sur la X7. Oui, alors juste un petit truc, c'est que quand j'ai installé la version Rio sur la machine, j'ai fait la bêtise d'installer 2 fois Interbase et ça m'a planté l'installation. Du coup, je suis sur la X7 et la 2017 a disparu. Donc c'est sans doute pour ça qu'il passe pas. Tant pis, on va s'en passer, mais disons que ce que je viens de faire, en fait, ça aurait fonctionné sur Mac tel quel, ce que vous pourrez tester si vous avez les deux chez vous en récupérant les sources. Donc ça, c'est pour la version desktop. Donc ça, je vais refermer le programme. Si on veut faire la même chose en version mobile, donc nouveau projet. Voilà. Le problème, c'est que le mobile ne va pas pouvoir se connecter à Interbase à distance. Donc je vais être obligé d'embarquer la base ou de me connecter à un programme qui lui-même fera le transfert des informations. Donc il y a plus simple, là en l'occurrence, je me crée un programme qui va juste me créer un fichier dans lequel je vais récupérer les informations. Donc je prends mon BioLife, je le mets là, je vais rajouter un bouton, et ça c'est un peu l'avantage de FireDAC, c'est qu'on peut récupérer une base de données complète, la transformer en fichier assez simplement, et puis le réutiliser derrière. Donc sur mon bouton, je vais juste faire il s'appelle comment, BioLife pour la table. Normalement oui, donc biolife.save2file. Save to file, voilà, et je vais lui mettre un nom de fichier. Donc là en l'occurrence je vais l'enregistrer dans le dossier mes documents de l'ordinateur. Donc je récupère tout ce qui permet de faire du multiplateforme pour les chemins d'accès, tpass.combine pour gérer les backslash ou le slash, et donc tpass.get document pass pour être dans mes documents, et je rajoute mon nom de fichier, en l'occurrence mettons biolife.json par exemple. Je vais enregistrer en JSON, donc je rajoute le moteur JSON lié à FireDAC pour l'enregistrement, c'est-à-dire le TFD Stan Storage JSON Link qui va rajouter la bonne unité. Du coup, le moteur de FireDAC va pouvoir gérer correctement le fichier. Après ça, je peux fermer le programme, il servira qu'à ça. Alors, je vais vous montrer que je ne triche pas. Dans Documents, je n'ai pour l'instant pas de dossier, de fichier BioLife. On lance ça, CTRL D pour la mise en place, enregistrer le projet. Donc je retourne au même endroit que l'autre. Ici, nouveau dossier. Voilà. Je l'enregistre. Et donc celui-là va juste servir de conversion entre la base réelle et un fichier JSON que je pourrais embarquer côté application. Donc je lance, à l'ouverture du programme il a ouvert la table, là il a fait l'enregistrement, et donc normalement j'ai un fichier BioLife qui est apparu ici. Donc il est un peu gros, mais je vais quand même vous l'ouvrir. Alors le traitement de texte, enfin l'éditeur de texte n'a pas de plus. Voilà. Donc là en gros ça embarque donc en JSON la description de la base de données, donc tous les champs et son contenu. Alors évidemment comme il y a des images, c'est assez volumineux et pas forcément exploitable à la main. Mais en fait ce truc là on pourrait le transférer à un site internet qui pourrait le récupérer et l'interpréter en format JSON standard. Donc j'ai mon fichier BioLife, maintenant je vais faire la même application tout à l'heure, mais pour passer sous Android, alors, et iOS. Donc pareil, nouveau projet.
Là du coup j'ai pas besoin de TFD connexion, je vais directement mettre une table en mémoire. Ici. La table en mémoire qui va charger le fichier. Donc j'étais dans document et c'était un fichier JSON. Voilà. Table en mémoire que j'active. Qui est activée par défaut. Ok, donc les mêmes composants que tout à l'heure que d'habitude. Hein, donc un string grid. Un image viewer. Avec un A c'est plus facile. Et un bind navigator. Promis, un jour j'arrêterai de faire des exemples avec des poissons. Bottom pour celui-là, client pour celui-ci, et l'image, on a dit image à droite. Right. Voilà. Alors évidemment, comme je vais l'exécuter sur un smartphone, après il faut s'arranger pour que les tailles de champ soient correctes. Hein. Que ça reste lisible en fonction de ce qu'on fait. Donc là j'ai ma table qui fonctionne, j'ai les trois composants, je vais faire du lien entre les trois. Hop, ça en dessous. Alors là je les déplace juste pour que ce soit un peu plus lisible lors des liens. Bind pour le barre de navigation. La grille est remplie et le bitmap sur graphics. Parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Donc juste une chose, là vous voyez les flèches dans les deux sens pour la grille, donc c'est en entrée-sortie. Quand c'est que dans un sens, c'est juste de la lecture. Donc là en l'occurrence, le bind navigator pilote le curseur au niveau du line binding sur la table, et graphics en fait est envoyé dans le bitmap, on ne peut pas faire de mise à jour depuis le bitmap. Après tout le reste ça se gère par programmation évidemment. Donc j'ai mon programme, évidemment je l'exécute en Windows. Alors je retourne dans le bon dossier, ici. Donc sur Windows ça fonctionne normalement. Si je fais des mises à jour, par contre elles ne sont pas enregistrées, puisque là en l'occurrence j'avais une base de données en mémoire qui est chargée au niveau du programme. Donc il n'y a pas de ressortie des informations que je modifie. Il faut juste le prévoir par programmation. Mais du coup, ça, comme tout est en mémoire, je peux aller sur Android. Normalement, mon périphérique doit fonctionner. Et vous devriez... il est là. Est-ce qu'il fonctionne encore? Oui. Donc, on devrait avoir l'écran qui apparaît. Alors, comme toujours, la compilation sous Android est un petit peu poussive. Là, le fait que je sois dans une machine virtuelle n'aide pas non plus. Mais ça n'a jamais été la plateforme la plus rapide pour la compilation et encore moins de débugage derrière. Alors, déploiement en cours. Ah, oui, évidemment. Alors quand on a ce message-là, c'est qu'en fait on utilise le même appareil Android avec plusieurs ordinateurs sous Delphi, ce qui est mon cas, et qu'on a déjà un projet 1 qui existe avec ce nom-là, compilé sur une autre machine. Donc il refuse de faire l'écrasement depuis un environnement quand ça a été compilé par un autre. Du coup, il faut juste aller le supprimer. Oui. Voilà. Et donc si je relance, ça devrait passer tout de suite. Juste par rapport à cette technique, enfin cette façon de faire, le même table en fait, la base de données est considérée comme une propriété, donc c'est tout stocké au niveau du point FMX. Donc évidemment, ne faites pas ça sans, enfin c'est, j'allais dire cette cascade est réalisée par un professionnel, mais ne faites pas ça dans vos projets si les bases sont gigantesques. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez la fiche dans le DI, ben, vous chargez toutes les données. Donc derrière, si vous avez une base d'1 giga, ben,
Ça pourrait fonctionner au chargement, mais ça va être ingérable en termes de développement derrière. Puis pareil, si vous avez un environnement de gestion de versions, ça ne sera pas pratique. Donc là, ne l'utilisez que pour des exemples ou des petites données. Donc là, ma base était chargée dans le programme, donc elle est exécutée, enfin elle est embarquée sous forme de ressources, comme les points FNX et les restes des propriétés des concepteurs de fiches. Et donc mon application est entièrement opérationnelle sur Android et pourrait se compiler aussi sur iPad. Donc là, enfin iPad ou iPhone. Là en l'occurrence, j'en ai pas de branché sur la machine. Et de toute façon, ils ne sont pas la bonne version d'iOS, donc je ne pourrais pas vous le montrer là. Mais tel quel, c'est embarqué. Alors évidemment, je vous dis de ne pas le faire en temps normal, sauf pour des petites bases. Il y a une autre façon de faire, bien entendu. Donc là, je peux refermer ça. Et on va se le refaire en version propre, je vais dire. Donc mettons qu'on ait déjà créé un fichier JSON à côté, ou XML ou autre, ou que vous ayez un lien avec un site internet qui va vous générer les données. Donc là, je refais mon écran. Voilà, string grid, on était donc sur un bind navigator. Et un image viewer et un name table. Pardon, fd name table. Ok, donc lui en client toujours. En client, ensuite le image viewer. On va le mettre à droite, right, il est là, et le bind navigator en bas. Bottom. Donc ça ne change pas, même fonctionnement. Si je fais un lien, alors lié visuellement, je peux le faire même si j'ai rien mis dans la table, la même table, sauf pour l'image évidemment. Donc là j'ai rattaché ça, je fais le string, et l'image je la ferai après. Donc pour que le lien vers l'image fonctionne, je suis quand même obligé de charger la structure de la base. Donc par exemple, on a deux solutions, soit dans l'éditeur de champ, je recrée une base de données, type blob par exemple. Voilà. Donc là on peut se décrire les champs qui nous intéressent et après on les a évidemment dans la partie live binding. Donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt récupérer une version sans les données de mon environnement et le charger en mémoire. Donc là il faudrait juste modifier le programme qui a permis de le générer. Donc là je vais importer, alors on le fait par ça. Je réimporte mon JSON directement, comme tout à l'heure. Simplement, je vais l'effacer juste après. Donc, je vais le garder dans l'ODI que pour le temps de conception de mon écran. Document, il est là. Je me perds un peu dans les liens. Ici, ok. Voilà. Donc, j'ai tout. Du coup, je peux faire mon lien ici avec Graphics. Et ça, je peux refermer la partie live binding. Et je peux vider la table. Effacer les données. Donc là, on se retrouve avec, dans le concepteur de fiches, un coup de Alt F12, les composants qui sont pré-renseignés, l'image viewer qui a son image, le FD name table qui a des informations, et le live binding qui avait enregistré le fait que je sois sur le champ graphics, même s'il n'existe plus dans le même table. Par contre, évidemment, si je relance live binding, il va pas aimer. Enfin, il va pas aimer. Il va faire sauter le lien ou nous envoyer une erreur disant que cette liaison n'existe plus. Donc ça peut être fait quand on fait la conception de l'écran. Et par contre, si on embarque juste les données, alors, éditeur de champ, je vais y arriver. Je vais recharger la base, je vais vous montrer avec les données, et après on va passer aux questions-réponses. Donc, si je retourne sur effacer les données, non, donc on va sur le modifier ensemble. Donc là, je fais un CTRL A, ce qui n'est pas possible. Effacer, voilà. Donc là, en fait, j'ai récupéré ma base en mémoire, donc il a récupéré la structure aussi. Je vais, dans l'EDI, vider la table. Je fais un OK, je me retrouve toujours avec les champs. Il aurait dû les mettre. Ah bah non, je suis bête. Oui, c'est comme les tables.
ici, il faudrait faire ajouter les champs pour les avoir. Mais en tout cas, ça veut surtout dire chercher, on est dans supprimer. Voilà. Ça c'est bon. Ça veut dire que normalement il les a gardés. Et du coup dans le liaison de données, on doit les avoir. Liés visuellement. Et évidemment, je viens de foutre le bordel. Je refais. Hop, ça, charger l'ensemble. En JSON, on a dit. Ici. Donc on les récupère. Je vais dans la modification de l'ensemble. J'efface tout. OK. Et je les ai toujours. Voilà. Et donc là, on peut conserver les liens qu'on voulait faire. Et par contre, vous allez me dire comment est-ce que je récupère mes données. Donc là, après, il y a deux solutions. Ce programme-là, il est vierge, on peut l'exécuter n'importe où. Pour récupérer les données, soit on les embarque par l'outil de déploiement. Donc dans projet déploiement, on peut rajouter le fichier .json que j'avais sur la plateforme. Donc là, en l'occurrence, sur Android. Je vais pouvoir rajouter mon fichier par là. Le prendre d'ici. Et le déployer. Alors attention, sur Android, il y a un chemin particulier pour mettre les fichiers. Le plus simple pour le récupérer, c'est de faire une précompilation pour savoir lequel c'est. C'est dans Assets quelque chose. Donc enregistrement du projet. Ici. Ah, il génère ce qu'il faut. Et j'ai pas besoin que tu le compiles. Donc, revenons-en à ça. Donc, pour Android, on est dans res/ quelque chose pour les ressources. Et il y avait un dossier assets, normalement, qui n'a pas généré tout seul. Donc, il faudra que je revoie, mais sur le blog, je vous en mettrai le lien exact. Donc, ici, en fait, les fichiers ne sont pas à mettre dans slash, sinon on n'y a pas accès. Et puis, il refuse le déploiement. En revanche, sur iOS, tout est à la racine. Il n'y a pas d'arborescence. Donc là, pareil, je vais faire une précompile. Et sur le bon. Voilà. C'est marrant qu'il ne le fasse pas. Bon, il aurait dû remplir le déploiement, il le fait peut-être après parce que j'ai pas de périphérique. Ok, en tout cas sur iOS, en fait, tout est au même niveau, du coup on peut juste récupérer le truc et y accéder directement dans le programme avec un chemin d'accès en dur. L'autre solution, c'est évidemment de récupérer le fichier par téléchargement depuis un site internet ou par une API distante. Et du coup, on se retrouve dans le programme à récupérer les informations, à la création de la fiche, ici, donc, quand on va sur la forme, dans le form create, là, on a juste à faire un même table, après avoir récupéré le fichier, hein, évidemment, .load from file, de notre nom de fichier, et la table en mémoire est opérationnelle. Alors, comment est-ce que je l'ai appelé? fd, même table, pardon, je n'y fais jamais. Donc, ici, on récupère la base. Là, on ouvre la base, enfin la table en mémoire, et du coup, on a accès comme si c'était opérationnel. Voilà. Et donc, c'est assez simple, en fait, de faire une application desktop ou mobile en utilisant FireDAC pour l'accès aux données. Et après, évidemment, on peut créer nous-mêmes la base de données en local et faire des ordres SQL avec la connexion. Comme vous le verrez sur certains exemples que j'avais déjà utilisés pour le webinaire du 12 juillet, ou pour d'autres, hein, puisque ça c'est un petit peu un classique. Je vous en remettrai un quand même avec les sources de ce webinaire. Voilà pour les démonstrations. On va passer aux questions-réponses. Juste avant, donc je mettrai, vous avez la documentation officielle de FireDAC sur le site d'Embarcadero, hein, évidemment sur docwiki.embarcadero.com. Un livre intéressant de Carrie Jensen qui rentre très profondément dans le détail de tout ce qui fonctionne avec FireDAC, qui s'appelle Delphi in Depth FireDAC.
Et vous avez des articles concernant les bases de données disponibles sur mon blog. Voilà, donc on peut passer aux questions-réponses. Maxime, je t'écoute. Oui, Patrick. Oui. Alors pour l'instant, j'ai pas de questions, donc j'invite tout le monde à nous écrire si vous avez des questions éventuellement sur la présentation de Patrick. Et ou sinon, c'est que Patrick, tout était vraiment très très clair. Oui, entre deux baragouinages, hein, excusez-moi. C'est la première heure où je parle aujourd'hui, donc c'est toujours un peu compliqué. Bon, heureusement, en formation, je suis quand même plus efficace. Hein. Non, mais c'était très bien. Non, en tout cas, tu m'as pas du tout perdu. Donc, je pense qu'on a perdu d'ailleurs personne en cours. Je vois que tout le monde est encore connecté. Alors, j'ai évidemment, j'allais dire évidemment, presque évidemment maintenant, parce que on s'habitue à ces webinaires, mais j'ai des remerciements sur ta présentation, Patrick. Donc, c'est déjà. Bon signe. Voilà, merci à vous d'être venu, hein, déjà. Bon, par contre, s'il n'y a pas de questions, j'en conclus que la présentation était quasi parfaite, puisque c'est. Bon, après, le timing faisant, évidemment, j'aurais pu rentrer un peu plus dans la partie codage à la main, mais ça, vous aurez des exemples, et puis la doc est plutôt bien faite. Le prochain webinaire, on a décidé du sujet, ce sera un petit peu dans la continuité de celui-ci, et de cette série sur FireDAC, puisqu'on parlera de synchronisation de données. Et donc échange entre clients et serveurs, et dans ce cas-là, je vous montrerai des sources entre des mobiles et des parties client-serveur, donc desktop directement, ou un vrai serveur. D'accord, on communiquera de toute façon cette semaine la date, le lien d'inscription et puis tous les détails sur ce webinaire. J'ai parfois des questions, Patrick, aussi, tu sais, sur le travail en simultané de projets. Et est-ce que ça pourra être compris dans ce webinaire, dans le prochain, ou parce que c'est pas si éloigné que ça finalement. En simultané, c'est-à-dire sur un même projet. Ah, à plusieurs sur les mêmes projets. Donc plutôt du partage de. Oui, enfin, on peut y penser. Là, ce sera pas lié à la synchro de données, c'est plus à l'organisation de travail, mais oui, effectivement, ça peut faire partie des choses qu'on peut prévoir pour un prochain. Ouais. Comme tout ce qui est gestion de source. Les CVS, enfin subversion. Les Git peuvent être un sujet important aussi de présentation, à mon avis. Ouais. J'ai une question aussi concernant si on pourrait aborder prochainement les scripts FireDAC. Alors, justement, je me suis reposé la question récemment. Alors, il faut juste qu'on me donne un peu plus de détails sur la notion de script FireDAC, parce que je ne suis pas sûr d'être sur la bonne case. Est-ce que c'est plutôt du SQL ou du script procédure stockée ou d'autres choses? Alors j'ai pas de précision par rapport à ça. Par contre, ce qui serait possible, c'est que je te mette en contact avec. Ouais, parce que ça avait déjà été demandé la dernière fois, et c'est vrai que quand j'ai repensé derrière, j'ai plus vu à quoi ça pourrait correspondre, donc ce sera mieux qu'on en discute en dehors et puis que je vois ça directement, effectivement, pour pouvoir le planifier. Voilà, un échange de mails, j'ai un retour de la personne qui nous a posé la question là, sur comme quoi il t'enverra un mail. D'accord. Donc voilà. Bon. Et alors si personne d'autre a de questions, je vais remercier dans un premier temps. Je vais te remercier Patrick pour ce webinaire qui était de plus en plus efficace.
Moi, si je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que c'est et que tout le monde en plus est resté jusqu'à la fin, c'est que c'était vraiment clair. Si vous avez des retours, des questions, des sujets, des webinaires à nous proposer ou voilà, que ce soit sur un sujet technique ou précis ou autre, voilà, qui se fait sur des présentations euh, en international directement sur la chaîne, enfin d'Embarcadero, qui ont déjà été faits, je veux dire, ou pas, vous pouvez nous les proposer. On regardera avec Patrice ce qui est possible de faire. Et en attendant, je remercie à tout le monde pour la participation. Si ceux d'entre vous sont inscrits à Paris, donc je vous dis au 15 à Paris pour une rencontre en direct et puis une présentation en live. Et puis en attendant, voilà, encore merci à Patrick. Et puis je souhaite une très bonne journée à tout le monde et merci pour votre participation. Bonne journée À à très tous, au bientôt. revoir.